J'ai 79 ans. Mon fils m'a rendu visite le mois dernier et a posé cette question que j'attendais. Maman, on devrait parler de l'avenir, de ce qui est le mieux pour toi. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Il préparait cette conversation depuis le printemps. Je le voyais dans ses regards, dans ses silences, dans la façon dont il inspectait mon appartement à chaque visite, notant mentalement chaque tapis qui pourrait me faire trébucher, chaque marche qui pourrait devenir dangereuse. Je m'appelle Hélène et je veux vous raconter mon histoire. Pas pour me plaindre, mais parce que j'ai découvert quelque chose d'important sur le vieillissement, quelque chose que personne ne m'avait expliqué avant, quelque chose qu'on ne trouve pas dans les brochures des maisons de retraite ou dans les conseils bien intentionnés de nos enfants. Quand on parle des personnes âgées qui ont besoin d'aide, on entend toujours les mêmes solutions: déménager chez les enfants, payer des professionnels ou partir en maison de retraite, comme si c'était les seules possibilités, comme si la vie se résumait à ces trois options une fois qu'on atteint un certain âge. J'ai essayé ces trois chemins, aucun ne m'a convenu, mais j'ai trouvé autre chose, quelque chose de meilleur. Après le départ de Michel, mon mari, après 42 ans ensemble, je me suis retrouvée seule dans notre appartement. Les premiers mois, je me débrouillais. Je faisais mes courses au marché, je préparais mes repas, je gardais l'appartement propre. Le silence ne me dérangeait pas, du moins c'est ce que je me disais. Je remplissais mes journées avec des petites routines, mais petit à petit, les choses ont changé. Mon épaule droite, celle que je m'étais blessée en tombant des escaliers dans ma jeunesse, a recommencé à me faire mal. Le matin, quand je me réveillais, elle était tellement raide que je mettais 10 minutes juste pour enfiler mon chemisier. Porter les sacs de course devenait pénible. Je devais m'arrêter 2 fois sur le chemin du retour du marché. Je confondais les dates de mes rendez-vous médicaux. Un après-midi, j'ai voulu ouvrir une conserve et le couteau m'a glissé des mains. J'ai eu de la chance, juste une petite coupure. Mais le sang coulait et coulait, et pendant un moment, seule dans ma cuisine, je me suis demandé ce qui se passerait si je ne pouvais pas l'arrêter. Mais cette nuit-là, allongée dans le noir, je pensais, et si la prochaine fois c'est plus grave? Et si je me coupe sérieusement et que je perds trop de sang avant que quelqu'un ne vienne? J'ai téléphoné à mon fils Thomas le lendemain. Je lui ai demandé si je pouvais peut-être m'installer chez lui quelque temps. Il a accepté sans hésiter. Sa femme Isabelle aussi. Ils ont dit qu'ils avaient la place, qu'ils seraient contents de m'avoir. La première semaine chez eux a été agréable. Des repas partagés, des conversations avec mes 2 petits-fils, le sentiment d'appartenir à quelque chose à nouveau. Puis la routine a repris son cours. Thomas et Isabelle partent à 7 heures chaque matin. Les garçons ont le collège, le football, les scouts. À la fin de la 2e semaine, je passais mes journées seule dans leur salon, exactement comme j'étais seule dans mon appartement. Sauf que ce n'était pas mon chez-moi. Les tensions ont commencé doucement. « Papa, tu pourrais éteindre la radio, s'il te plaît? J'ai une visioconférence. » « Papa, on a invité des amis samedi, tu seras bien dans ta chambre, non? » « Papa, je sais que tu aimes le café fort, mais ça empêche les enfants de dormir. » De petites choses, des détails, mais ils s'accumulaient. Personne n'était méchant, ils vivaient simplement leur vie, et j'étais devenue un obstacle. Un soir, j'ai entendu Isabelle parler à sa sœur au téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Je ne peux même pas me détendre dans ma propre maison. Ces mots m'ont fait mal. Pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle avait raison. J'étais de trop. Vivre avec sa famille ne résout pas la solitude. Parfois, ça l'amplifie. Après 2 mois et demi, j'ai annoncé à Thomas que je rentrais chez moi. Il s'est inquiété pour ma sécurité, mais j'ai insisté.
J'avais besoin de retrouver mon propre espace, de cesser d'être un poids. De retour dans mon appartement, j'ai ressenti du soulagement, mais aussi une fatigue immense face à tout ce que je ne pouvais plus faire facilement. Monter mes courses au 3e étage sans ascenseur me prenait 3 fois plus de temps qu'avant. Faire le ménage m'épuisait pour toute la journée. Un matin, en essayant de nettoyer mes fenêtres, j'ai eu le vertige. J'ai dû m'asseoir pendant 20 minutes. C'est à ce moment-là que j'ai compris. C'est comme ça qu'on perd son autonomie. Petit à petit, tâche après tâche. J'ai cherché de l'aide professionnelle. Une agence m'a envoyé Madame Durand, une dame d'environ 55 ans. 3 matinées par semaine, 3 heures à chaque fois. Elle nettoyait, faisait les courses, préparait quelques repas à l'avance. Au début, c'était étrange. Une inconnue qui fouillait dans mes placards, qui décidait où ranger mes affaires. Mais je me suis habituée et ça m'a aidé pendant un moment. Puis les factures sont arrivées. Même à temps partiel, ça coûtait 1800 € par mois. Ma retraite couvrait le loyer et les charges. Il me restait à peine de quoi vivre. Mes économies fondaient. Je calculais. À ce rythme, dans 3 ans, il ne me resterait rien. Et il y avait autre chose, des petites frictions. J'aime ranger mes livres par auteur. Madame Durand préférait les trier par taille. Je voulais mes médicaments dans la cuisine. Elle insistait pour les mettre dans la salle de bain. C'était ma maison, mais je m'adaptais aux habitudes de quelqu'un d'autre. Puis Madame Durand est tombée malade. L'agence m'a envoyé quelqu'un d'autre, puis une autre personne, puis une autre. Chaque fois, je devais tout réexpliquer. Chaque fois, c'était épuisant. Après 4 mois, j'ai arrêté le service. Je ne pouvais plus me le permettre financièrement ni émotionnellement. Thomas a trouvé une résidence pour personnes âgées, moderne, propre, personnel qualifié, 2200 € par mois. Il m'a convaincu d'essayer pendant 1 mois, juste pour voir. Le jour de mon installation, j'avais l'impression d'entrer dans un hôtel, sauf que je ne repartirais pas après quelques nuits. Ma chambre était correcte mais impersonnelle, rien qui me ressemblait. Les premiers jours, j'ai rencontré d'autres résidents. On jouait à la belote, on mangeait ensemble. La nourriture était acceptable. Mais rapidement, je me suis sentie enfermée. Levée à 6h30. Petit déjeuner à 8h précis. Déjeuner à midi. Dîner à 18h. 18h. Je n'ai jamais mangé si tôt de ma vie, mais c'était le règlement. J'aime lire le journal le soir. C'est ma routine depuis 40 ans. Mais à 22h, on éteignait les lumières des couloirs. Si le personnel voyait ma lampe allumée, quelqu'un frappait. Madame Moreau, il faut vous reposer maintenant. Me reposer. J'ai 79 ans. J'ai été enseignante pendant 35 ans. J'ai élevé 2 enfants. J'ai géré une maison, des finances, une vie. Et maintenant, on me dit qu'en dormir comme si j'étais un enfant. Un soir, je voulais simplement marcher dans le jardin. Il faisait doux, les étoiles commençaient à apparaître. Une aide-soignante m'a arrêtée. Désolée, Madame Moreau, après 20 heures, l'extérieur est fermé. Règlement de sécurité. Règlement de sécurité. Ces 3 mots sont devenus ma cage. Tout était règlement de sécurité. Ne pas utiliser l'ascenseur seul, ne pas fermer ma porte à clé, ne pas garder de médicaments dans ma chambre. Le pire, c'est que j'étais en plutôt bonne santé. Je pouvais marcher, réfléchir, m'occuper de moi, mais on me traitait comme si j'avais déjà tout perdu. Les aides-soignantes me parlaient fort et lentement, comme si je ne comprenais pas. Après 3 semaines, j'ai appelé Thomas. Je pars. Je préfère me débrouiller seule que vivre comme une prisonnière confortable. Le jour de mon départ, j'ai respiré l'air extérieur, comme si je sortais vraiment de prison. Mais de retour chez moi, les mêmes problèmes m'attendaient. Les escaliers étaient toujours difficiles, les courses toujours lourdes, la fatigue toujours présente. J'avais tout essayé. La famille, l'aide professionnelle,
la résidence. Rien ne fonctionnait vraiment. Pendant quelques jours, je suis restée assise sur mon balcon, regardant la rue, me demandant ce que j'allais faire. Puis un après-midi, j'ai remarqué mon voisin du dessous, Monsieur Karim. Il a peut-être 60 ans, d'origine algérienne, vit seul depuis son divorce. Il était sur le trottoir avec une énorme étagère Ikea, essayant de la monter dans l'immeuble. Sans réfléchir, je suis descendue. « Attendez, je vais vous aider. » Il a ri. « Vous êtes sûr? C'est lourd. »« Je peux tenir une extrémité. On la monte ensemble. » On a mis 20 minutes avec plusieurs pauses, mais on l'a fait. Une fois dans son appartement, il m'a offert du thé à la menthe. On a discuté. Il m'a raconté qu'il était comptable, qu'il travaillait de chez lui maintenant, que ses enfants vivaient à Lyon. « Vous savez, a-t-il dit, j'ai un problème. Je dois déposer des documents au bureau de poste tous les mardis pour un client, mais c'est exactement pendant ma réunion en ligne avec l'équipe. Ça me stresse chaque semaine. » « Le bureau de poste de la rue Victor Hugo ?» ai-je demandé. « Oui, je passe devant tous les mardis pour acheter mon journal. Je peux déposer vos documents. » Il a hésité. « Vraiment? Mais c'est beaucoup vous demander. »« Vous ne demandez rien, je propose. » C'est devenu notre arrangement. Tous les mardis, je déposais ces enveloppes et Karim en retour a commencé à m'aider. Quand il allait au supermarché, il me demandait ma liste. Il portait mes courses jusqu'à ma porte. Quand ma télévision a eu un problème, il l'a réparée. Il m'a montré comment utiliser Internet pour payer mes factures. Sa fille, Leïla, venait parfois le week-end avec ses 2 enfants. Elle a commencé à apporter des plats. Mon père m'a dit que vous l'aidez beaucoup. S'il vous plaît, acceptez ça. Un dimanche après-midi, ses enfants ont frappé à ma porte. « Madame Hélène, est-ce que vous voulez jouer aux cartes avec nous ?» J'ai passé 2 heures à leur apprendre la belote. Je me sentais vivante d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ce qui a commencé comme un simple échange de services est devenu quelque chose de plus profond. Karim et moi avons commencé à prendre le café ensemble le mercredi après-midi. On parlait de tout. De la politique, des livres, de nos vies passées, de nos regrets, de nos espoirs. Il me racontait l'Algérie de son enfance. Je lui racontais mes années d'enseignement. Un soir, Karim m'a dit « Hélène, vous avez changé ma vie. Je me sentais complètement isolée dans cet immeuble. Maintenant, j'ai une amie. » J'ai souri. C'est pareil pour moi. J'avais oublié ce que ça faisait d'être utile à quelqu'un. Et c'était exactement ça. Je n'avais pas besoin qu'on prenne soin de moi comme d'un malade. J'avais besoin de compter encore, d'avoir quelque chose à apporter. Maintenant, je ne prétends pas que c'est la solution pour tout le monde. Votre situation est peut-être différente. Peut-être que vous êtes plus malade que moi. Peut-être que la résidence vous convient parfaitement. Mais voici ce que j'ai compris. On peut accepter de l'aide sans perdre sa dignité. Il y a un espace entre l'indépendance totale et la dépendance totale. Un espace où on donne et on reçoit en même temps. Les relations valent plus que l'argent. J'ai dépensé des milliers d'euros en services professionnels et je me sentais vide. Maintenant, je ne dépense presque rien et je me sens vivante. Parce que Karim ne m'aide pas par obligation ou pour un salaire. Il m'aide parce que je l'aide aussi. C'est un échange, pas une transaction. J'ai encore de la valeur. J'ai du temps, de l'expérience, de la présence. Je peux rendre service. Je peux écouter. L'âge change ce qu'on peut offrir, mais il ne nous rend pas inutiles. La communauté se construit sur la réciprocité, sur le fait de se rendre service les uns aux autres, sur la reconnaissance que nous avons tous besoin d'aide parfois et que nous avons tous quelque chose à donner. J'ai 79 ans. Je vis seule, mais je ne suis pas isolée.
Je ne passe pas mes journées à attendre que les choses empirent. Je vis aujourd'hui, à ma façon. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin de plus d'aide. Peut-être que je finirai en résidence après tout. Mais pour l'instant, je suis ici, encore utile, encore connectée, encore moi-même. Je suis reconnaissante pour Karim et sa famille, pour les voisins qui me saluent dans l'escalier, pour avoir encore quelque chose à donner. Je suis reconnaissante de ne pas avoir abandonné après les échecs, d'avoir continué à chercher une solution qui correspondait vraiment à qui je suis. Si vous me demandez quel est mon conseil pour les personnes qui font face aux mêmes défis, voici ce que je dirais. Ne vous précipitez pas vers les solutions traditionnelles, simplement parce que c'est ce que tout le monde fait. Réfléchissez à ce dont vous avez vraiment besoin. Est-ce que c'est vraiment de la sécurité ou est-ce de la connexion? Est-ce vraiment de l'aide? Ou est-ce de continuer à être utile? Regardez autour de vous, dans votre immeuble, dans votre rue, dans votre quartier. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin exactement ce que vous pouvez offrir. Et peut-être qu'en retour, cette personne peut vous offrir exactement ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas toujours évident au premier regard. Ça demande d'être attentive, d'être ouverte, d'être courageuse. N'ayez pas honte de vos limitations. Nous en avons tous. Mais n'oubliez pas non plus vos forces. Elles existent toujours, même si elles ont changé de forme. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez discuter à nouveau, je serai là, toujours en train de comprendre, toujours en train de trouver mon chemin. Prenez soin de vous, quelle que soit la forme que ça prend pour vous. À bientôt.